disais que j'étais très heureux de vous accueillir pour ce 14e séminaire de recherche et pratique numérique, qui porte ici non pas sur des expérimentations art sciences, hein, mais plutôt sur les effets de ces expérimentations art sciences dans une recherche, qui est ici ma recherche ethnographique. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un travail qui est abouti, c'est plutôt une recherche, enfin une approche que je vais développer ou que je vais essayer de mettre en œuvre dans un manuscrit inédit, hein, qui constituera mon habilitation à diriger les recherches, et qui portera sur le fonctionnement du régime de séparation qu'a mis en place Israël dans les territoires occupés palestiniens depuis les années 90. Mon analyse donc, traite de l'évolution, de la mise en place et de l'évolution de ce régime de séparation, et s'appuie sur des données qui remontent aux années 90, mais qui se focalisent surtout sur la période post-intifada ou post-deuxième intifada, c'est-à-dire 2005-2010. Alors j'ai choisi d'intituler cette présentation « Israël-Palestine, un anti-atlas » pour trois raisons. Tout d'abord parce que cette approche s'inspire largement des expérimentations art sciences que j'ai menées avec des artistes, avec des chercheurs, ici à l'IMERA depuis 2011, dans le cadre de l'anti-atlas des frontières. Des expérimentations qui m'ont conduit à plusieurs déplacements, plusieurs perturbations créatrices, hein, puisque ça m'a amené à reconsidérer complètement mon rapport avec mes données de terrain et avec les terrains israélo-palestiniens. Alors je pense à plusieurs de ces expérimentations. Tout d'abord, l'expérimentation de systèmes de visualisation de données réseau, vous voyez sur la droite, je reviendrai tout à l'heure dessus, un processus d'élaboration de jeux vidéo, et puis plus récemment des processus d'écriture collaborative avec des circassiens et des acteurs de théâtre. Cependant, je ne vais pas me concentrer sur ces expérimentations, mais je vais plutôt, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de montrer les retombées qu'elles ont eues dans le cadre de ma recherche. Je vais donc insister sur les hypothèses que ces expérimentations ont permis de développer, ainsi que sur les déplacements qu'elles me permettent d'opérer dans le champ des études israéliennes et palestiniennes. Un déplacement d'objets, tout d'abord, et puis une série de déplacements épistémologiques et ontologiques. Et j'appelle ensuite, j'ai choisi d'appeler cette présentation un anti-atlas des frontières parce que, troisièmement, je voudrais faire une proposition qui est un peu contre-intuitive, et c'est un peu le sens du sous-titre de mon exposé, ethnographie d'un régime de séparation connecté, puisque je voudrais essayer de montrer que le régime de séparation israélien, mis en place dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie, ne génère pas de séparation simplement en s'appuyant sur des barrières, sur des murs et sur des dispositifs de confinement et de ghettoisation des Palestiniens, mais largement, et je dirais essentiellement, sur la restructuration de réseaux de connexions extrêmement diffus qui lie les populations israéliennes et les populations palestiniennes comme dans un enchevêtrement et qui donne l'illusion, à travers la restructuration de ces réseaux de relations, d'une séparation territoriale entre les deux populations. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce régime de séparation n'est pas simplement un régime qui organise les mobilités des Palestiniens, mais qui organise surtout les interactions et les articulations entre les deux populations qui sont éminemment connectées les unes aux autres, que ce soit dans leur mobilité ou dans leurs espaces de vie. Alors pour bien prendre la mesure de ces déplacements et de la mesure aussi du positionnement de mon approche par rapport aux autres, je vais commencer dans la première demi-heure par vous présenter les recherches qui ont été menées sur le régime d'occupation israélien depuis les 30 dernières années. Alors ces recherches, elles sont de trois types, pour aller vite. Les premières se focalisent sur les technologies de pouvoir, les secondes se concentrent sur les pratiques quotidiennes des populations palestiniennes et dans une moindre mesure les pratiques des populations israéliennes, pour évaluer l'impact de ces technologies. Et troisièmement, on a des recherches qui essayent d'articuler technologies de pouvoir et pratiques quotidiennes des Palestiniens et des Israéliens. Alors les recherches qui portent sur les mécanismes de contrôle israéliens ont montré que ces dispositifs de contrôle n'entraînent pas de séparation territoriale, mais plutôt l'émergence d'un système de régulation qui permet de dissocier les mobilités des personnes et des marchandises
dans un contexte où leurs espaces de vie sont extrêmement imbriqués les uns avec les autres. Alors afin de vous donner quelques repères, je vais vous proposer d'accompagner ce tour d'horizon d'un bref rappel historique. Alors les premières mesures de séparation, elles émergent à la fin des années 80, début des années 90, pendant le premier soulèvement palestinien, qu'on appelle la première intifada, quand les autorités israéliennes réalisent que le modèle d'occupation, le modèle colonial qui avait été mis en place à partir de 1967, ne fonctionne plus, ou ne permet plus de contrôler les populations locales. Alors ce modèle, il fonctionnait de quelle manière? Eh bien, après la conquête de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les Israéliens ont exploité les ressources, lancé une politique de colonisation de peuplement, mais aussi pris en charge l'administration de la population locale à travers les différents types de services. Alors une administration partagée avec la Jordanie pendant un certain nombre d'années, jusqu'à 88-89, puisque les Jordaniens continuaient pendant cette période à payer les salaires des fonctionnaires dans le système d'éducation et les systèmes de santé. Donc une prise en main de l'administration pour assurer une prospérité relativement relative à la population locale, pour éviter qu'elle se rebelle contre le pouvoir occupant. Mais évidemment, une communauté qui est maintenue en dehors de la communauté politique. Donc les Palestiniens sont intégrés sur le marché du travail, se déplacent relativement librement dans les espaces israélo-palestiniens, mais ne font pas partie des citoyens de la communauté politique israélienne et citoyenne. Alors évidemment, avec la première intifada, ce dispositif marque ses limites et les dirigeants israéliens pensent notamment Yitzhak Rabin, pensent à la mise en œuvre d'un autre type de dispositif de contrôle qui serait articulé autour d'une séparation entre les deux populations. Alors cette séparation, cette politique de séparation, elle est mise en œuvre tout d'abord avec des dispositifs, des mesures ad hoc, l'instauration de systèmes de permis de circulation, des couvre-feux, des bouclages, le déploiement de checkpoints le long des axes routiers. Ces mesures, bien évidemment, sont utilisées au départ pour réprimer le soulèvement palestinien, et puis progressivement, elles vont se structurer autour d'une politique systématique de dissociation des trajectoires des populations et de leurs espaces de vie. Le processus de paix, dit d'Oslo, qui est amorcé en 1993, avec la signature donc, des mêmes accords, va conforter et légitimer la mise en œuvre de cette politique de séparation, puisque pour beaucoup d'acteurs locaux, mais aussi d'acteurs internationaux, la séparation elle est vécue comme quelque chose, comme une suite logique. Si on a la création d'un État palestinien à côté d'Israël, il faut bien séparer deux territoires, deux sociétés, deux économies, etc., etc. Et cette séparation, elle va prendre un aspect relativement négocié dans les années 90, puisque au gré des retraits planifiés par les négociations entre Israéliens et Palestiniens, au gré des retraits israéliens des territoires occupés, donc là vous voyez en rouge les zones A et B, qui sont les zones autonomes et semi-autonomes palestiniennes, qui sont attribuées à l'autorité palestinienne, c'est à peu près 40% de la Cisjordanie à la fin des années 90. Le rose, ce sont les zones qui restent sous contrôle israélien. Et bien, au fur et à mesure de ces retraits, les Israéliens délèguent l'administration de la population à l'autorité palestinienne nouvellement créée à partir de 1994. Cependant, compte tenu de l'échec du processus d'Oslo, 99-2000, cette réorganisation territoriale ne conduit pas à la séparation qui avait été envisagée au départ par les uns et par les autres, bien que celle-ci ait été très différente. Les projets de séparation israéliens et palestiniens ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que à partir des années 99-2000, on a finalement un patchwork d'enclaves palestiniennes complètement déconnectées les unes des autres, qui amèneront un certain nombre de chercheurs comme Jean-François Legrain à parler de Bantoustan en comparaison avec le système de l'Afrique du Sud. Bantoustan. Alors cette configuration, elle va devenir d'autant plus complexe, ces configurations territoriales, que les décennies suivantes vont être marquées par une véritable réorganisation des dispositifs de contrôle israéliens. Donc on a des retraits d'abord, et puis après tout va changer. En effet, avec l'échec du processus d'Oslo, qui se solde par le déclenchement de la deuxième intifada en septembre 2000, et la montée sans précédent de la violence, attentats suicides, attaques contre les colons, généralisation des affrontements entre l'armée et les Palestiniens, puis l'armée israélienne qui va déployer une violence sans précédent. Les Israéliens
tire avec l'arc des bombes, avec des F-16 sur les villes palestiniennes, envoie les tanks à l'intérieur des villes palestiniennes. On a une véritable surenchère et mise en scène de la violence. Eh bien, dans ce contexte-là, la majorité de l'opinion publique israélienne et la plupart des membres de la classe dirigeante du pays partent du principe qu'il n'y a plus de partenaires pour les négociations et qu'il n'y aura plus de solution négociée au conflit. C'est ce qu'on appelle la diffusion du paradigme Sharon. C'est-à-dire que Ariel Sharon, qui était un homme politique de droite, pensait qu'Israël ne pourrait rester en paix au Moyen-Orient qu'en développant une armée forte et en restant sur des positions extrêmement fortes. Et d'ailleurs, c'est à partir de 2002, un an après son élection, que Sharon va ramener son pays sur la voie de l'unilatéralisme, qui n'est pas une tactique politique, mais qui va devenir une véritable politique structurelle. Alors, et puis bien évidemment, cet unilatéralisme va se traduire par la mise en œuvre de la séparation, de ce projet de séparation, ou renforcement de cette politique de séparation qui avait été amorcée à partir des années 90. Alors comment elle va se manifester, cette politique de séparation? Tout d'abord par la construction du mur autour de la Cisjordanie, le lancement de la construction du mur autour de la Cisjordanie à partir de 2002. Et ensuite, le désengagement de Gaza à partir de 2005, où les Israéliens retirent 8000 colons israéliens et puis les bases militaires qui étaient déployées dans cette fine bande côtière qui fait à peu près 30 km de large dans sa partie la plus basse et une soixantaine de kilomètres de long. Néanmoins, et en 2005, autre projet de séparation, 2005-2006, autre projet de séparation, c'est celui qui va être porté par Ehud Olmert, le successeur d'Ariel Sharon, qui va proposer de mettre en place un désengagement unilatéral d'Israël de la Cisjordanie. C'est-à-dire désengagement d'un ensemble d'enclaves ou de zones qui n'intéressent pas les Israéliens pour prendre pied uniquement dans les zones qui intéressent les Israéliens, c'est-à-dire les grands blocs de colonies israéliennes. Néanmoins, ce projet va échouer. Alors il échoue non pas parce qu'il n'a pas été mis en œuvre, c'est parce qu'il est pensé en 2006, mais c'est un projet politique, et comme tous les projets politiques, sont des idées politiques avant d'être des projets pensés par les acteurs qui vont mettre en œuvre ce projet. Et donc quand Ehud Olmert remet son projet aux militaires, aux services de renseignement, aux différents acteurs qui vont le mettre en œuvre, qui vont être chargés de le mettre en œuvre, la guerre la confrontation entre Gaza et Israël éclate à l'été 2006 et s'enchaîne sur une guerre de 2 mois avec le Hezbollah libanais aussi au nord. Et donc, le plan est complètement abandonné parce qu'il est considéré par les experts comme un suicide politique. Puisque pour la plupart des Israéliens, à chaque fois que les Israéliens se retirent d'une zone de manière unilatérale, le Liban en 2000, Gaza en 2005, on a un conflit. Donc beaucoup d'Israéliens disent, ben voilà, à chaque fois qu'on se retire, on nous tire dessus. Alors évidemment, c'est un raccourci, mais c'est un raccourci qui est largement partagé au sein de la population israélienne. Donc proposer aux Israéliens de se retirer à nouveau d'un autre espace qui est la Cisjordanie, c'est impensable à cette époque. Néanmoins, le projet de séparation va rester comme un projet politique central dans la politique israélienne, mais c'est une séparation sans retrait. C'est une forme de statu quo qui va s'installer et qui, poussée jusqu'au bout, va amener la droite israélienne, à partir des années 2010, la droite israélienne tenue par Benjamin Netanyahou, a déclaré finalement que donc on maintient la séparation, il n'y a pas de retrait de l'occupation et il n'y aura donc pas d'État palestinien. Alors quel type de séparation on a? Évidemment, on a une séparation, mais on n'a pas véritablement de séparation territoriale, puisque parallèlement au déploiement des dispositifs dits de séparation, c'est-à-dire les murs, les checkpoints, etc., les autorités israéliennes se sont efforcées de reprendre le contrôle des enclaves palestiniennes dont elles s'étaient retirées pendant les négociations d'Oslo, en les occupant tout d'abord, et puis après en resserrant leur étau tout autour de ces enclaves, en déployant un ensemble de dispositifs, checkpoints, blocs de béton, tours de guet, tranchées, etc., qu'on évalue à
entre 400 et 600 en fonction des périodes depuis 2004, sur un territoire qui est somme toute très réduit, hein, puisque la Cisjordanie, c'est à peine 150 km de long du nord au sud et 50 km d'est en ouest. Alors, donc, ces dispositifs donc, qui vont renforcer la présence militaire, hein, et qui vont permettre à l'armée trois choses: surveiller l'activité au sein des enclaves palestiniennes sans y être, réguler les mouvements des personnes et des marchandises entre ces enclaves palestiniennes, bloquer, ralentir, etc., etc., et surtout garder la possibilité d'intervenir à n'importe quel moment dans ces enclaves de manière extrêmement régulière pour des opérations de renseignement, pour des opérations d'entraînement des nouvelles troupes, mais aussi pour des assassinats ciblés ou des arrestations. Présence militaire, mais c'est aussi une présence civile, puisque la colonisation de peuplement ne cesse de continuer au cours de cette période. Il faut savoir même avec la construction du mur, le taux de développement des colonisations, d'augmentation du nombre de colons en Cisjordanie est équivalent à l'est et à l'ouest du mur. Et en 2014, on arrive à 370 000 colons israéliens en Cisjordanie hors Jérusalem-Est, et si on rajoute Jérusalem-Est occupée, on a 600 000 personnes, ce qui fait un peu plus de 10% de la population israélienne juive, hein, et non pas juive et arabe. Et c'est une colonisation qui rend évidemment bien difficile tout accord de paix futur, puisque voilà la carte que ça donne, hein. Vous avez en jaune foncé, en jaune clair, les zones autonomes palestiniennes, et tout autour, vous avez en bleu les zones des municipalités palestiniennes, en petits points des zones naturelles contrôlées par les Israéliens, des zones militaires, et puis si vous rajoutez les zones de juridiction régionale des colonies israéliennes, à ce moment-là, vous avez 40% de la Cisjordanie qui est sous contrôle de ces colonies. Donc, sous contrôle israélien, contrôle palestinien, c'est 40%, 18% autonomie, 22% coordination avec les Israéliens, donc semi-autonome, et puis vous avez 60% de la Cisjordanie contrôlée par les Israéliens, et à l'intérieur de ces 60%, vous en avez 80, c'est-à-dire 40% de la totalité qui sont contrôlés par les colonies israéliennes. Le reste sont des routes. Donc présence militaire et civile, et puis ensuite un ensemble de dispositifs de contrôle qui ne sont pas visibles, hein, puisque les Israéliens, en contrôlant les axes routiers, contrôlent l'acheminement des marchandises, l'eau, les hydrocarbures, et puis aussi, bien entendu, l'espace électromagnétique. On sait dans ce séminaire qu'avec le numérique, on fait beaucoup de choses. Donc à chaque fois que vous envoyez un email de Gaza ou de Ramallah, il passe par des serveurs israéliens. Alors plutôt que d'instaurer une séparation territoriale entre les deux populations, les mécanismes de contrôle israéliens ont depuis les années 90, mis en place ce qu'on pourrait appeler un système de régulation des mobilités, qui permettent, donc, d'après toutes ces recherches, de dissocier les mobilités des Palestiniens des Israéliens, alors même que leur territoire et leurs espaces de vie sont profondément imbriqués. Donc on organise des routes réservées aux colons israéliens, comme vous pouvez voir sur la gauche, ou alors des lignes de bus réservées elles-mêmes aux colons israéliens qui traversent, hein, qui passent d'un côté et de l'autre du mur. Une organisation des trajectoires qui va amener, si vous voulez, à des configurations territoriales que l'architecte Alessandro Petti présente comme ceci, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un archipel israélien hyper connecté, un peu comme, vous savez, certaines villes d'Amérique latine, comme Managua, où vous avez les grandes banlieues riches extrêmement connectées par les airs, par la terre, etc. Et puis vous avez ces enclaves palestiniennes, ou cet archipel palestinien complètement désarticulé, déconnecté, hein, qui permet aux Israéliens de réguler parfaitement, précisément, les mouvements entre ces enclaves, et donc toute la structure de ces territoires. Et Ariel Hendel, un autre géographe israélien, montre que finalement on est d'un côté dans un espace fluide, presque lisse, hein, du côté israélien, et puis on aura un espace discontinu, fragmenté, déconnecté et imprévisible, puisque les Israéliens, en plus de bloquer l'accès à ces enclaves, mettent en place des obstacles, la plupart du temps mouvants, pour déstabiliser le rapport à l'espace des Palestiniens et empêcher que les acteurs ordinaires ou des groupes armés puissent
planifier leur déplacement d'un endroit à un autre, hein, et sécuriser, routiniser justement leur rapport à l'espace. Et donc on n'a pas simplement un conflit territorial, on a aussi un conflit autour de l'usage de l'espace. Alors ces recherches, elles sont passionnantes, mais elles souffrent, à mon avis, de plusieurs biais. Tout d'abord, elles s'inscrivent dans une sociologie du pouvoir qui est presque sidérée par les mécanismes de contrôle israéliens. Hein. C'est-à-dire que ces mécanismes sont critiqués, on met en scène leur pouvoir, leur force, la manière dont leur capacité à déstructurer la vie et les territoires palestiniens, mais en même temps, on n'envisage le pouvoir que du côté israélien. Deuxièmement, l'espace est appréhendé dans une approche assez territoriale, paysagère. C'est un peu une espèce de surface, cet espace dans lequel on découpe des formes. On est dans une projection euclidienne de l'espace, hein, très classique, très territoriale. Et on est dans une approche qui est fortement ancrée dans l'imaginaire de l'État-nation. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de chercher dans ces travaux, c'est où s'arrête et où commence la souveraineté des uns et des autres. Où sont les territoires des uns et des autres. Cette approche, elle est d'autant plus objectivante qu'elle réduit le territoire, l'espace, à une base pour l'action. L'espace est un peu comme une matière informe, hein, qu'on peut modeler, etc., mais qui attend l'action des êtres humains, d'une certaine manière, ou l'action de la société. Mais de quelle société? Pas de toutes les sociétés, puisque toutes ces recherches n'envisagent absolument pas le pouvoir des Palestiniens. Hein, Eyal Weizman, qui a un bouquin extraordinaire qui s'appelle Hololand, nous parle de l'espace comme un diagramme qui rend compte du pouvoir, de l'articulation de différents types de rapports de pouvoir, mais il ne parle que du pouvoir israélien dans le façonnement de cet espace. Alors pour comprendre le rôle que les Palestiniens peuvent jouer justement dans cet espace, il faut changer de type de travaux pour aller plutôt du côté des travaux qui sont menés par des Palestiniens ou par un ensemble de personnes en Europe et dans des anglo-saxons qui travaillent du côté palestinien. Alors, ces recherches sont extrêmement nombreuses. Hein, je ne vais pas non plus, là, je ne pourrais même pas rentrer dans les détails. Elles sont extrêmement riches, extrêmement intéressantes, et elles montrent très clairement comment ce régime de mobilité vient renforcer les inégalités statutaires entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi entre les Palestiniens eux-mêmes, hein, pour découper un certain nombre de catégories ou renforcer les écarts entre, par exemple, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens de Jérusalem, les Palestiniens de Gaza, les Palestiniens d'Israël, etc., etc. Donc comment ce régime, si vous voulez, vient d'une certaine manière actualiser, matérialiser toute cette hiérarchie statutaire qui est établie entre les populations de ces espaces israélo-palestiniens en fonction de leur appartenance ethnique et nationale. Donc ce régime de mobilité, il vient conforter la racialisation du contrôle que mettent en œuvre les Israéliens dans ce régime colonial, qui transforme de fonctionnement, mais qui reste fondamentalement un régime colonial. Alors, certains de ces travaux, évidemment, s'enferment dans une certaine victimisation des Palestiniens, et là aussi, parfois, les Palestiniens ne sont même plus des sujets historiques, mais quand même, un bon nombre se réapproprient, plutôt s'intéressent sur la manière dont les Palestiniens peuvent se réapproprier aussi l'espace, ou la maîtrise de leur espace, ou essayer de rétablir une normalité dans cet espace bouleversé en permanence par les dispositifs de contrôle israéliens. Alors là, c'est intéressant parce que l'espace n'est plus simplement une base pour l'action. L'espace devient plutôt l'articulation de différents champs d'action, ceux des Israéliens et puis ceux des Palestiniens qui essayent de reprendre une maîtrise sur ces espaces. On n'est plus, si vous voulez, dans la texture des relations sociales ici, hein, dans tous ces travaux. Et on a des travaux extrêmement intéressants sur l'évolution des relations de parenté entre les groupes, des relations politiques, des relations économiques, sociales, etc., à l'intérieur de la société palestinienne, la construction de soi, etc., etc. Et puis un certain nombre de travaux font des choses assez intéressantes, comme essayer de voir comment les Palestiniens développent tout un ensemble de dispositifs pour contrer justement les dispositifs de pouvoir. Alors là, vous avez une application téléphonique ASME, hein, donc embouteillage, ou crise, si on traduit ça de manière littérale,
qui permet de savoir, alors vous pouvez la télécharger, hein, elle est disponible en ligne, qui permet de savoir comment, au checkpoint de Ramallah, combien de temps il faut attendre, à celui de Calandia, combien de temps il faut attendre, etc. etc., etc. Donc c'est essayer, si vous voulez, de récupérer une capacité à prévoir, ou en tout cas transformer l'imprévisible en aléatoire. Et puis vous avez d'autres travaux, alors ça c'est moi ce que j'avais essayé de faire, c'était de montrer comment la contrebande, par exemple, les trafics, je vais y venir tout à l'heure, ne sont pas simplement des formes de contournement des dispositifs de contrôle, mais viennent organiser matériellement l'espace. Hein, on creuse des routes, on les nettoie, on les entretient, on organise des lieux de desserte et de collecte des ouvriers palestiniens qu'on va faire passer à travers les murs. Et puis vous avez la photo d'en bas, ce sont les Palestiniens du village de Qattanna qui, en 2007, ont arraché 1,5 km de grillage pour le charger dans des camions et revendre tout ça en Chine au moment où le prix de l'acier a flambé. Donc inutile de vous dire que toutes ces activités-là, elles affectent les régimes de contrôle, hein, et donc on n'est pas dans un espace, si vous voulez, qui serait simplement une espèce de pâte à modeler pour un pouvoir exclusivement israélien. Alors le problème, c'est que ces recherches, elles souffrent un peu d'un problème. Ces recherches souffrent un peu d'un biais qui, à mon avis, est, en se cantonnant sur les pratiques quotidiennes des Palestiniens, c'est qu'elles n'arrivent pas toujours à envisager comment des pratiques que beaucoup aiment d'ailleurs qualifier de résistance. Moi, j'aime pas beaucoup le terme de résistance parce que c'est toujours une question de point de vue. On pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. Mais comment ces pratiques pourraient affecter les dispositifs de contrôle et ou même affecter les relations avec les Israéliens. Et pour cause, ces recherches, elles ne le font pas parce que la plupart des Palestiniens qui travaillent, qui font ces ethnographies, cette sociologie, ou les internationaux qui viennent, enfin les gens qui viennent de l'étranger pour faire cette sociologie, cette ethnographie, n'ont pas de contact avec les Palestiniens, avec les Israéliens, pardon, puisqu'on a un très fort cloisonnement entre le champ des études israéliennes et le champ des études palestiniennes. Alors on a proposé en 2007-2006, dans le cadre de 2 projets de recherche qui avaient été d'ailleurs accompagnés par Thierry Fabre, on avait monté avec un groupe de collègues, dont Stéphanie Latabdallah, un projet de recherche qui s'appelait Mobilité, frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens, où l'enjeu c'était d'essayer d'articuler justement les actions des uns avec les actions des autres. Alors, on a plus ou moins réussi à le faire, mais je dirais qu'on a échoué d'une certaine manière. Enfin, on a réussi à faire un ensemble de choses, mais on s'est heurté à un certain nombre de limites. Alors, ces limites, j'en mentionnerai 2. Tout d'abord, ce sont des limites qui sont liées au mouvement et à la circulation. Quand on fait de la recherche en Israël-Palestine, on est aussi soumis aux réglementations imposées par les Israéliens. Quand on est un chercheur palestinien, on ne peut pas se déplacer en Israël. Et quand on est un chercheur français, même marié à un Palestinien ou à une Palestinienne, ou en lien avec des Palestiniens, on se retrouve quelque part assujetti à un ensemble de contraintes auxquelles des chercheurs qui n'ont pas de rapports matrimoniaux avec des Palestiniens, par exemple, ne rencontreraient pas. Hein, donc la recherche, si tu veux, le déplacement est lié à la fois, on y reviendra tout à l'heure, au statut du chercheur, hein, et on avait tous des statuts différents, donc on avait tous des possibilités d'accès au terrain qui n'étaient pas égales, hein, il y avait une forme quelque part de hiérarchie ou des inégalités. Et puis il y avait d'autres formes d'inégalités, enfin d'autres formes de limites, c'était les barrières linguistiques. C'est-à-dire que la plupart des chercheurs avec qui on a travaillé parlaient soit l'arabe, soit l'hébreu, mais rarement les deux. Et donc évidemment, quand on ne parle pas les deux, on ne peut pas se déplacer d'un endroit à un autre ou on ne peut pas le faire de la même manière. Et deuxième type de limite, mais qui me semble à mon avis la plus significative et sur laquelle je vais, enfin qui est aussi significative, c'est une limite plutôt épistémologique, si on peut dire, ou théorique, ou liée à une approche, c'est le fait de penser ces liens qu'on essayait d'observer avec ses collègues, ces mobilités, comme des passages ou des franchissements.
C'est très bien de travailler sur les traversées, les passages et les franchissements. Le problème, c'est que quand on travaille sur les traversées, les passages et les franchissements, on part du principe qu'il y a deux entités séparées l'une de l'autre au départ. C'est-à-dire que dans notre approche, en voulant essayer de voir comment ces passages affectaient ces deux sociétés, eh bien on réifiait la séparation ou on reproduisait, si vous voulez, les cadres de pensée que véhiculent les catégories dominantes et le projet politique israélien. Alors comment s'en affranchir? C'est là où je passe dans la deuxième partie de mon propos. Eh bien, il faut faire des déplacements. Et ces déplacements, en fait, j'ai pu les faire grâce aux expérimentations Art Science que j'ai menées depuis 2011 à l'IMERA, mais aussi grâce aux rencontres que j'ai faites avec un certain nombre de chercheurs, d'artistes qui sont venus en résidence pendant ces années-là, et je vous donnerai quelques exemples. Alors, pour essayer de dépasser ces écueils, je vais opérer une série de déplacements. Donc, ce n'est pas simplement un déplacement d'objets, comme on a essayé de le faire dans le cadre du projet Mobilité, Frontières et Conflits dans les espaces israélo-palestiniens. Ce n'est pas simplement de dire on va arrêter de travailler que sur la société israélienne ou que sur la société palestinienne pour essayer de travailler au milieu. Ça, c'était ce qu'on proposait, ou à l'interface. Mais c'est aussi une série de déplacements ontologiques et épistémologiques. Je vais m'expliquer. Alors, premièrement, pour passer ces écueils, eh bien, il faut faire une pirouette, il faut inverser le questionnement. Inverser le questionnement, de quelle manière? Il ne s'agit plus de s'interroger sur les effets des échanges qui traversent les frontières institués par les dispositifs de séparation israéliens entre chaque société, mais de comprendre comment ces liens, avant d'être des passages ou des traversées, contribuent à organiser la séparation entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir l'effet des connexions sur la mise en rapport de ces populations, mais l'effet de ces connexions sur leur séparation. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais en fait, vous allez voir que ça ne l'est pas du tout. Alors, cette inversion d'hypothèse, elle se repose sur deux choses. Tout d'abord, une hypothèse empirique, et deuxièmement, une hypothèse théorique. Première hypothèse, alors l'hypothèse empirique, c'est la suivante. C'est que dans le cadre de mon travail de terrain, eh bien, c'était en 2011-2012, en revenant sur mes données de terrain, je me suis dit, dans le cadre de l'Anti-Atlas des frontières, on va, avec des artistes, Wouter van den Broek, qui était un artiste belge, Guillaume Stagnaro de l'École d'art d'Aix-en-Provence, mais aussi Antoine Vion, qui faisait partie de l'Anti-Atlas, et Mathieu Coulon, qui est un géomaticien à la MMSH. On s'est dit, on va reprendre ces données de terrain, on va reprendre, et puis on va essayer de les mettre dans un tableur, c'est-à-dire que je vais essayer de repenser toutes les relations que j'ai eues sur le terrain, de les rentrer dans un tableur, et toutes les relations que j'ai vécues, alors on avait commencé par 2 mois de terrain, donc ça c'est ce que vous voyez c'est une carte que j'ai fait à partir de ça. Je reprenais mes carnets de terrain et je listais dans un tableur Excel toutes les relations que j'avais eues sur le terrain dans mes déplacements et toutes les relations dont on me parlait. Donc on avait à peu près 1000 lignes, et puis ensuite on a fait des cartes. Alors, première carte, elle vous montre en fait, donc les points, c'est les endroits où je me suis rendu. Les arêtes, c'est pas les traits, ce ne sont pas qui relient ces points, ce ne sont pas mes déplacements, mais ce sont les relations entre les personnes que je vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais à Ramallah, en fait, on me parlait de gens, de relations avec des gens qui étaient du côté israélien, du côté palestinien, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me déplaçais, je m'apercevais en fait, alors je le vivais et pour moi c'était plutôt un niveau intuitif, et il m'a fallu visualiser tout ça pour me rendre compte, si vous voulez, que tous les gens avec lesquels je travaillais étaient extrêmement connectés les uns avec les autres. Et puis on s'est dit, on va sortir de la carte, c'est-à-dire de l'approche territoriale, définitivement, et puis on va penser en termes plutôt, on va essayer de se projeter dans une forme de topologie. Et voilà ce que ça donnait. En retenant les catégories institutionnelles dominantes, c'est-à-dire palestiniens d'Israël, palestiniens de Cisjordanie, juifs israéliens, etc., etc., etc. Et ce qui a été intéressant avec ce schéma, c'est que ça a créé un peu une première surprise, c'est que ça m'a permis d'articuler finalement des intuitions que j'avais et que je n'arrivais pas à prouver d'une certaine manière. Et puis, ça m'a montré aussi d'autres choses. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que
ça, c'est un schéma des relations que j'ai vécues, ou que j'ai observées pendant 2 mois entre février 2005 et avril 2005. Et vous voyez qu'il y a plein de relations entre juifs israéliens et palestiniens de Cisjordanie. Et en fait, alors je me suis dit, et ces relations sont établies au moment où la politique de séparation est la plus imposée avec le plus de force par l'armée israélienne, la police, etc., les services de renseignement. Et je me suis dit, comment est-ce qu'il est possible que les gens continuent à avoir des interactions dans ce cadre-là? Donc je suis revenu à mes carnets de terrain, et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que toutes ces relations sont liées à des demandes de permis, ou à l'aide pour passer, contourner les checkpoints ou les murs. Et puis toutes les relations avec les Palestiniens d'Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart de ces relations sont des relations qui visent à contourner les dispositifs de surveillance israéliens. Donc je me suis dit, plus on sépare, plus on crée de la relation d'une certaine manière. Et ce que j'envisage alors, ce n'est plus simplement, donc vous comprenez pourquoi je m'interroge sur la manière dont ces connexions viennent mettre en œuvre, travailler cette séparation. Puisque si tout le monde est connecté, parce qu'en plus, ce qui est assez fou, c'est qu'en discutant avec tous ces gens-là, quand je leur parlais, quand je suis revenu après, que je leur ai parlé de toutes ces connexions, ils m'ont dit, mais non, enfin oui, on est connectés, mais en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient hyper connectés avec tout un ensemble d'acteurs. C'est-à-dire qu'on parle, ils me parlaient de ces connexions, mais pour eux, ça ne faisait pas sens. C'était un peu comme moi d'ailleurs, puisque je ne visualisais pas ce genre de choses. Donc cette espèce de décalage par une autre forme d'articulation de mes données ou de matérialisation de ma pensée est venu quelque part me montrer des choses que je ne pouvais pas voir auparavant. Et donc ça a profondément affecté le processus de construction de ma connaissance. Donc la question, ce n'est plus comment ces connexions transforment les relations entre ces populations et les lient les unes aux autres, mais comment elles organisent cette séparation. Et cette inversion de mon questionnement, elle s'inspire aussi d'une théorie qui est le réalisme agentiel. Alors là, je dois remercier Aline Veilla, qui était une résidente à l'IMERA l'an dernier, et qui travaillait sur le sol, et qui s'est beaucoup inspirée des travaux de Karen Barad, qui est une féministe post-humaniste américaine, et qui s'inspire beaucoup de la physique quantique. Et ce que dit Karen Barad dans sa théorie du réalisme agentiel, c'est qu'il faut rompre définitivement avec les approches qui sont liées à ce qu'elle appelle l'individualisme métaphysique, et qui part du principe que le monde est peuplé d'objets qui préexistent les uns aux autres, isolés les uns des autres, et qui ont chacun un nombre fini, a priori, et déterminé de qualité et de propriété. Ce qu'elle propose au contraire comme manière de penser, c'est de se dire que le monde réel dans lequel nous sommes est un enchevêtrement, à l'intérieur desquels les ruptures qui viennent dissocier l'agent et l'objet, ou différents types d'objets, se construisent dans les interactions entre les éléments de cet enchevêtrement. Ce qui veut dire que ce que je voudrais essayer de faire, c'est de penser les espaces israélo-palestiniens comme un enchevêtrement, et de voir comment les interactions à l'intérieur de ces enchevêtrements reviennent reconstruire les catégories d'Israéliens, de Palestiniens, les rapports de pouvoir entre Israéliens et Palestiniens, etc., 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 etc. Alors vous allez me dire, et ce n'est pas simplement, je pense, un emprunt théorique un peu farfelu. Si on repense à l'histoire de ces espaces depuis 1967, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous le disais tout à l'heure, en 1967, les Israéliens conquièrent la Cisjordanie et Gaza. On a des déplacements de population, des mouvements de population, une interpénétration de ces espaces qui va se développer à travers l'articulation des administrations, de la gestion des ressources, l'intégration des Palestiniens au marché du travail, etc., jusqu'en 87, au point que pour beaucoup d'Israéliens, il n'y avait plus de frontières entre Jérusalem et Ramallah. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, cet enchevêtrement, il avait un sens. Je ne suis pas simplement à un niveau théorique et abstrait ici. Et c'est la séparation qui revient rétablir, pour beaucoup de personnes, une des lignes de démarcation, de séparation, des fossés entre ces populations.
Je vous prendrai un exemple qui a été cité dans un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre de Niv Gordon, Israel's Occupation, où il commence en rappelant qu'un de ses meilleurs amis, alors Niv, il a 5 ou 6 ans de plus que moi, donc il a 52 ans à peu près. Niv expliquait que dans les années 80, pardon, milieu des années 80, son meilleur ami a passé son permis de conduire à Gaza, dans une auto-école tenue par un Palestinien de Gaza. Alors dire ça en 2008, quand il publie son bouquin sur l'occupation israélienne, c'est totalement envisageable pour pour des générations entières qui n'ont jamais vu un Palestinien de leur vie. Hein, mais qui n'ont jamais vu un Palestinien de leur vie, non pas parce qu'elles ne les croisent pas, elles les croisent, mais elles ne les voient pas. C'est-à-dire que les Israéliens sont toujours connectés aux Palestiniens, ils les croisent toujours, je vais le démontrer dans ce qui va suivre, mais ils ne les voient pas. Donc la question, c'est comment, dans cet enchevêtrement, les uns voient les autres et les autres ne voient pas les uns. Alors comment on fait concrètement pour essayer de mettre en œuvre cette ethnographie de la connexion? C'est là où je reviens au titre, ethnographie d'un régime de séparation connecté. Eh bien, ce que je propose, c'est de taper directement dans des interactions, c'est-à-dire dans des lieux où vous avez des Palestiniens, des Israéliens interconnectés au plus haut niveau. Alors, c'est quoi? C'est le domaine dans lequel j'ai travaillé, le terrain dans lequel j'ai travaillé pendant assez longtemps, depuis début des années 2000, c'est toute l'économie informelle qui se développe autour du passage des Palestiniens vers Israël. Et dans une certaine mesure, autour de la circulation des marchandises frelatées, etc., de tout le commerce informel qui inonde, qui non plus ne va plus du côté palestinien vers le côté israélien, mais qui va du côté israélien vers le côté palestinien. Donc l'idée, c'est de travailler sur toutes les formes de mobilité informelle des personnes, des choses, enfin des marchandises, et aussi des documents. Je reviendrai sur le trafic de permis. Alors, je vais, en fait, si vous voulez, en faisant cette analyse, je vais essayer de développer l'analyse en 3 temps. Première chose que je fais, donc je vous parlais de permis, je vais essayer de travailler sur les chaînes de relations, les chaînes de médiation, formelles et informelles, qui se développent au niveau du système de permis israélien, au niveau de l'octroi des permis de circulation aux Palestiniens. Je vous ai dit tout à l'heure que depuis les années 90, les Palestiniens, pour circuler de Cisjordanie vers Israël ou de Gaza vers Israël, doivent obtenir un permis de la part des autorités israéliennes. Et pour ce faire, si vous voulez, pour essayer d'analyser les relations qui se tissent à l'intérieur de cette distribution, de ces procédures de distribution ou de demande de permis, je vais essayer de m'inspirer de la théorie de l'acteur réseau de Bruno Latour, Michel Callon, etc. Pourquoi ? Parce que la théorie de l'acteur réseau, elle ne se focalise pas sur des institutions ou sur des agrégats sociaux qui seraient pris ou considérés comme étant stables, stabilisés ou pris comme acquis, définis avec des propriétés définies, comme je vous le disais tout à l'heure, mais plutôt sur les relations et les performances qui contribuent à construire et à reproduire ou à entretenir ces agrégats sociaux. Ou ces institutions, des groupes, etc., etc. Donc ces agrégats, si vous voulez, cette institution comme le système de permis, ou les groupes qui vont intervenir dans la gestion de ce système de permis, ne sont pas des entités stables aux contours clairement définis. Je les envisage comme des relations qui se déploient dans des réseaux sociotechniques. Vous avez des êtres humains et puis tout un ensemble d'objets ou de choses, enfin de médiateurs non humains. Alors cette théorie, elle me paraît assez intéressante pour essayer d'envisager les recompositions entraînées par le développement de ces chaînes de médiation, mais aussi à l'intérieur de ces institutions. Ces institutions, elles fonctionnent sur quel type d'acteurs, qui est-ce qui participe, mais aussi comment ces chaînes de médiation repositionnent les acteurs les uns par rapport aux autres et organisent différemment la circulation du pouvoir. Alors, je vais essayer d'illustrer cela en prenant en compte l'ensemble des acteurs qui vont être liés par ces chaînes de médiation. Je vais pouvoir montrer comment le système de permis n'est pas le système institutionnel qui est déclaré par le discours institutionnel, mais un dispositif extrêmement hétérogène qui articule
des institutions israéliennes, ministères, des branches de l'armée, des services de renseignement, des institutions palestiniennes, hein, qui font le relais des demandes de permis. Alors, au départ, elles sont liées à l'autorité, et puis après, comme il y a une rupture des liens de coopération, ce sont les chambres de commerce, des entrepreneurs locaux, etc. etc. Donc un régime, en plus, un schéma d'organisation qui n'arrête pas de bouger. Des institutions étrangères, parce qu'il faut savoir que les consulats généraux relaient en permanence des demandes émises par des Palestiniens, Français, Américains, etc., pour rentrer à Jérusalem et rencontrer ces administrations. C'est la Croix-Rouge qui obtient des permis, des milliers de permis chaque année pour un ensemble de Palestiniens qui vont visiter leurs proches dans les prisons israéliennes. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble d'acteurs, et puis c'est un ensemble de médiateurs informels qui se greffent sur cette économie pour faire du profit. C'est-à-dire que le permis est tellement cher que le contact téléphonique d'une personne qui peut vous mettre en lien avec un garant israélien qui vous permettra d'obtenir ce permis peut valoir de l'argent et peut être monnayé. Et parfois, c'est même le contact vers un autre contact. Donc on a des chaînes de contacts, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, avec cette théorie de l'acteur réseau aussi, c'est pas simplement de montrer qu'on a un dispositif hétérogène, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, c'est la manière dont la théorie de l'acteur réseau appréhende le rôle des médiateurs et le rôle de traduction qu'ils opèrent. La théorie de l'acteur réseau, elle multiplie le nombre de médiateurs, la prise en compte du nombre de médiateurs dans ce genre de processus. Et ce qui est intéressant, c'est que la médiation, en opérant un travail de traduction, va transformer, ou affecter en tout cas, la circulation du pouvoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par exemple, le consulat de France à Jérusalem, en relayant les demandes de permis, va introduire de nouvelles procédures, va introduire de nouveaux laps de temps pour obtenir un permis, de nouveaux parcours, etc., etc., etc. Donc on va avoir une complexification d'une administration qui va se déployer bien au-delà de le schéma institutionnel officiel et qui va surtout organiser une circulation du pouvoir beaucoup plus complexe où on n'a plus simplement des Israéliens qui émettent un rapport de domination qui serait reçu par des Palestiniens, mais où on a un ensemble d'acteurs israéliens, palestiniens, internationaux qui vont servir de relais, de conducteurs, de détourner, organiser, retravailler cette circulation du pouvoir. Et dans un troisième temps, ce qui m'intéressera, si vous voulez, c'est qu'à travers la métaphore du réseau, c'est que là, on revient dans une perception de l'espace qui n'est plus du tout un espace euclidien. On est ici dans un espace qui est envisagé comme une articulation des champs d'action, des uns et des autres. Et ce qui est intéressant, donc on vire, si vous voulez, on se déplace vers une forme de topologie, on revient dans l'enchevêtrement. Et ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser dans cet enchevêtrement à deux choses. Alors, la topologie de ces réseaux, c'est-à-dire le positionnement de la structure, le positionnement des points les uns par rapport aux autres, mais c'est aussi la dynamique des flux qui les traversent. Alors, ça paraît encore peut-être une déclaration un peu abstraite, mais reprenons le système de permis. Si on analyse la topologie des réseaux de médiation qui aident les Palestiniens à obtenir des permis, ces réseaux informels, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des réseaux à l'intérieur desquels, en fait, les chaînes de médiation ne cessent de s'allonger. Les canaux de médiation se rétrécir, parce qu'on monnaie le passage de l'information d'un point à un autre. Donc on peut observer, si vous voulez, toute la dynamique des flux, toute la dynamique de ces réseaux. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'on a une autre forme d'asymétrie que mettent en place les Israéliens et qu'on ne peut pas voir si on regarde que le territoire et la mobilité des gens d'un espace à un autre. C'est qu'en laissant se développer ces chaînes de médiation formelles et informelles, eh bien, les Israéliens laissent s'opérer une forme de saturation et de congestion des réseaux de médiation de ces permis. Parce que les Palestiniens ont toujours besoin de plus d'intermédiaires pour obtenir des permis. Et donc, à chaque initiative pour se relier à un intermédiaire ou en engager un autre, etc., on a une espèce et puis la concurrence entre les acteurs, on a une espèce de saturation de ces réseaux, de congestion de ces réseaux, et donc de ralentissement des flux d'informations, de circulation des permis, etc., etc.
Ce qui fait que, et si on repense à la pratique de l'espace, non plus en termes d'un déplacement géographique d'un point à un autre, mais comme un déplacement géographique qui implique la mobilisation de personnes ressources, etc., eh bien on s'aperçoit que si on compare les Israéliens et les Palestiniens les uns et les autres, que les Israéliens d'un côté ont un rapport presque fluide dans leur pratique spatiale, parce qu'ils n'ont pas besoin de tous ces intermédiaires pour prévoir, pour contourner ces obstacles, alors que les Palestiniens, en démultipliant le nombre d'intermédiaires et en renégociant en permanence leurs relations, eh bien, s'enferment dans une forme de viscosité de la pratique spatiale. Donc on a une asymétrie, si vous voulez, qui est non plus entre un espace lisse et un espace fragmenté, mais un espace fluide et un espace visqueux. Hein. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que ça permet de dépasser, si vous voulez, l'analyse statistique que font un certain nombre d'observateurs sur le terrain en disant, bah, regardez, les Israéliens ont augmenté le nombre de permis de circulation pour les Palestiniens. Très bien. Au cours des années 2007, effectivement, jusqu'à 2000, on a cette augmentation du nombre de permis. Par contre, on a un accroissement, si vous voulez, de la viscosité à l'intérieur de ces réseaux. Ce qui veut dire qu'on a des dispositifs de pouvoir qui ne sont plus documentables, qu'on ne peut plus documenter si on reste dans une approche strictement territoriale, nationale de l'espace et enfermé dans les catégories institutionnelles dominantes. Donc ce déplacement, si vous voulez, ce n'est pas pour déconstruire la séparation, c'est pour montrer comment elle se déploie à travers d'autres logiques et d'autres dispositifs de pouvoir. Alors pour continuer cette analyse, dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le régime de permis, je vais quitter l'institution par excellence qui organise cette séparation, mais comme vous le voyez, qui génère du lien, c'est-à-dire qu'elle génère du lien qui sépare, hein, qui ordonne, qui hiérarchise, qui crée des formes de distance, de frustration, de conflit entre les acteurs. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant regarder tous les réseaux de contrôle, tous les réseaux qui visent à contourner les dispositifs de surveillance. Alors, ces réseaux qui visent à contourner les dispositifs de surveillance, ils m'intéressent parce que je voudrais voir en fait comment ils reproduisent ou alors au contraire ils contredisent ces logiques dont je vous parlais. On a d'un côté un espace fluide, de l'autre un espace visqueux. Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces réseaux de passeurs, de contrebandiers, etc., ne sont pas, si on va dans la logique de la théorie de l'acteur réseau ou même du réalisme agentiel, on ne peut pas les prendre comme des réseaux stabilisés, fixes, des organisations structurées, etc., avec un nombre de propriétés définies a priori. Il faut les prendre dans leur construction, dans leur mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est voir comment les gens construisent ces réseaux. Comment ils les construisent, ils les décortiquent, ils les détricotent, ils les entretiennent, ils essayent de les pérenniser. Ce qui m'intéresse, c'est tout le travail de petites mains. Alors ce travail de petites mains, quand on revient donc sur ces réseaux, comment on fait pour mettre en place un réseau de passeurs? C'est très simple. Un réseau de passeurs, ça ne se crée pas en marge, dans l'ombre. On contacte des parents, on contacte des réseaux professionnels, on branche des réseaux sur des réseaux de clientèle, on se branche sur des réseaux de voisinage. C'est un espèce de dispositif qui vient se brancher sur tout un tas de réseaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils ont tellement rien à voir avec les autres qu'on a des réseaux de parenté palestiniens entre des Palestiniens d'Israël, des Palestiniens de Cisjordanie. Et puis on a des réseaux qui vont être liés à l'armée israélienne, à la police, aux gardes-frontières, voire même aux services de renseignement. Parce qu'un réseau de contrebande qui est efficace doit obtenir des informations ou doit disposer d'un ensemble de ressources, comme les horaires des patrouilles, savoir si telle et telle personne est plutôt inquiétante quand on la rencontre, ou alors si au contraire on peut la corrompre. Il faut développer, si vous voulez, un ensemble, il faut faire de l'espionnage quelque part, enfin, ou en tout cas du renseignement. Et pour faire du renseignement, on se branche sur les réseaux de police, de l'armée, etc., etc. Donc des réseaux hétérogènes, si vous voulez, si on prend ces réseaux humains, dans le sens où ils appartiennent à des catégories différentes. Mais ce sont des réseaux hétérogènes aussi dans la mesure où on a des réseaux humains, mais on a des réseaux non humains, puisque pour qu'un réseau de passeurs fonctionne, il faut des dispositifs de communication. Donc on se branche sur les réseaux de talkie-walkie et non pas de téléphone. Mais les réseaux de talkie-walkie sont fabriqués par des entreprises israéliennes. Ou alors, on pirate à travers les téléphones. Je me rappelle des jeunes Palestiniens qui me montraient avec mon téléphone portable comment je pouvais comment je pouvais pirater les ondes de communication des patrouilles militaires qui étaient à
à 5 km de nous, en train de surveiller la ligne verte. Donc ce sont des gens qui vont se brancher en permanence sur tous ces réseaux. Et qui vont se brancher, bien entendu, j'aime bien la métaphore du branchement, parce qu'on se branche aussi sur le flux de l'autre. Un bon réseau de passeurs, il ne passe pas son temps à se balader, à envoyer les populations mobiles dans les champs ou dans les coins les plus paumés. On contourne les dispositifs qui visent à contrôler un certain nombre de points dans les réseaux de communication, et après, mais pour se remettre tout de suite à l'intérieur du flux, pour passer le plus incognito possible. Donc, ce sont des branchements de réseau, mais ce sont des branchements sur des formes de comportement, sur aussi des réseaux de voitures, des réseaux de contrebande de voitures qui vont vous permettre aussi d'avoir des voitures maquillées, etc. Donc c'est à la fois, si vous voulez, des réseaux qui branchent. C'est pour ça que la théorie de l'acteur réseau elle me paraît importante, elle me paraît intéressante parce qu'elle permet d'articuler toutes ces choses-là. Elle permet d'articuler ces branchements qui s'opèrent entre des réseaux de parenté, des réseaux de police, de renseignement, etc., et puis des formes de comportement, des styles de vie, des manières d'être, etc., des rythmes de vie aussi. Parce que quand on est dans le flux, si on veut passer inaperçu, il faut complètement adopter le comportement de l'autre. C'est ce qu'on appelle le passing en anthropologie, en sociologie. Et au niveau individuel, on retrouve les mêmes choses. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que... Alors, bien évidemment, ces branchements, vous allez me dire, au bout d'un moment, ils ne sont pas complètement instables, puisque au bout d'un moment, les acteurs arrivent à les pérenniser, à les structurer relativement. Mais cette structuration ne veut jamais dire... On a des organisations qui essayent même d'ailleurs de fermer, quand même, de se fermer pour essayer d'éviter d'être accaparés par d'autres, etc., etc. Mais ces réseaux ne sont jamais complètement fermés et jamais complètement coupés de l'enchevêtrement, tout simplement parce qu'ils ont besoin de se relier à tous ces autres réseaux, mais aussi parce que ce sont des réseaux extrêmement stratégiques. Les réseaux de passeurs sont des réseaux extrêmement stratégiques pour l'armée israélienne, les services de renseignement, etc., enfin les services de l'armée, de la police et le Shabak, les services de renseignement intérieur. Parce que ces réseaux sont eux aussi branchés par d'autres réseaux. Les trafiquants d'armes et les trafiquants de drogue, ils se branchent sur le trafic d'ouvriers. Donc si vous voulez surveiller le trafic de drogue et le trafic d'armes, il faut vous brancher sur le trafic d'ouvriers. Et donc on a des branchements de branchements, etc., etc. Donc on retourne, si vous voulez, dans une forme d'enchevêtrement où la position d'une personne est assez compliquée à prendre en compte. Elle dépend effectivement du branchement ou de la prise qu'on a avec cette personne, puisqu'elle peut être à la fois trafiquant d'armes, je connais des gens comme ça, trafiquant d'armes, trafiquant de drogue, trafiquant d'ouvriers, et en plus informateur pour les services de renseignement israéliens. Alors, ces branchements, ce qui m'intéresse, si vous voulez, à travers ça, en regardant tout ça, c'est quoi? En partant de ces branchements, ce que je voudrais, c'est revenir sur le fait que l'économie informelle ne se développe pas en marge des sociétés israéliennes et palestiniennes, mais au cœur de celles-ci. Que les circulations palestiniennes, elles côtoient celles des Israéliens bien plus souvent qu'on ne le croit. Les Palestiniens ne rencontrent pas les Israéliens uniquement au checkpoint. Ils prennent les mêmes routes, ils sont sur les mêmes chantiers, etc., etc., etc. Alors je suis d'accord, les uns voient les uns voient les autres, et les autres ne voient pas les uns. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La question, c'est de savoir pourquoi, justement, alors qu'on a tous ces branchements. La topographie de ces différents réseaux, alors je vous parlais de topologie tout à l'heure, c'était intéressant pour parler de dynamique des flux, etc. Mais la topographie de ces réseaux, elle permet de reconstruire des cartes où là, pour le coup, la séparation territoriale n'est plus pensable du tout, puisque ces populations pratiquent les mêmes routes, les mêmes lieux. Et j'insisterai également sur le fait que les articulations de ces dispositifs de contrôle israéliens avec les dispositifs qui visent à les contourner ne viennent pas tout mettre à plat, si vous voulez, mais sont au cœur du dispositif de contrôle. C'est parce que les services de contrôle israéliens, les autorités chargées du contrôle en Israël, comme les services de renseignement, la police, l'armée, arrivent à pénétrer ces réseaux, les instrumentaliser, etc., qu'ils arrivent à contrôler les trajectoires des Palestiniens.
Donc c'est à la fois c'est plutôt en accompagnement la mobilité des Palestiniens et en gérant la nature des connexions à l'intérieur de ces réseaux qu'on contrôle. Hein, c'est-à-dire qu'on prend de l'information tout en évitant d'en donner, bien entendu, etc., etc., etc. Donc ce qui va m'intéresser, c'est comment ces réseaux, eux aussi, viennent organiser des rapports de pouvoir, des rapports de domination, des décalages entre les personnes qui sont en contact les unes avec les autres. Donc, si vous voulez, ces branchements, ce qui vont nous permettre, c'est de penser la séparation sur un mode complètement différent, hein, comme je vous le disais, sur le mode du branchement, hein, et de la nature du branchement ou de la nature de la connexion. Et ce que j'essaierai de faire pour essayer de compléter cette analyse, et j'arrêterai dans les 3 minutes qui me restent, c'est la chose suivante, c'est de faire un dernier petit déplacement, c'est-à-dire d'arrêter, d'aller jusqu'au bout de ma logique, c'est-à-dire que si on s'inscrit dans le prolongement de la théorie d'acteur réseau, ou qu'on s'inscrit dans le cadre du réalisme agentiel, on ne peut pas proposer une vision englobante, comme ça, sur la réalité. Parce que ça voudrait dire que tout le monde vit la réalité ou le réel de la même manière, et que tout le monde est en prise de la même manière avec ce réel. Alors, tout ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est exactement l'inverse. Donc, pour illustrer tout ça, pour voir comment des acteurs ne sont pas ces différents acteurs qui sont en contact, qui sont en connexion, qui sont en relation parfois sur la longue durée, ne sont pas en prise avec les mêmes réalités, eh bien, je me déconnecte pour un moment de cette vision d'ensemble, je me déconnecte de cette topologie, de cette topographie des réseaux, pour essayer de voir non plus comment s'articulent ces réseaux, mais comment s'articulent des trajectoires individuelles. Alors les trajectoires individuelles, ce n'est pas la circulation d'une personne d'un point A à un point B, c'est plutôt la trajectoire pensée comme le fait Michel de Certeau, c'est-à-dire comment une personne, sur le long terme, articule des espaces, des émotions, des lieux, des personnes, etc. Et donc construit un espace particulier. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment ces interactions, en articulant ces différentes trajectoires, vont être traitées par des individus, si vous voulez, en contact, de manière radicalement différente. Alors je vais le faire sur 2 types d'interactions. Première forme d'interaction, c'est un peu les croisements, c'est-à-dire c'est le croisement quotidien des Israéliens et des Palestiniens au checkpoint, sur certaines routes, et donc essayer d'expliquer comment ça se fait que des Israéliens qui voient tous les jours des Palestiniens le matin et le soir n'arrivent pas à voir ces Palestiniens, ou en tout cas à s'en rappeler dans leur mémoire et à leur donner une place significative dans leur trajectoire ou dans leur espace de vie. Et inversement, comment les Palestiniens qui croisent ces mêmes Israéliens vont leur donner une centralité à l'intérieur de leurs espaces de vie. Donc comment va se construire l'asymétrie, si vous voulez, du vécu à l'intérieur de ces expériences. Donc ça, je vais le faire en traitant différents sites. Je reviendrai sur des cas d'études que j'ai fait sur les checkpoints, où j'ai montré comment, par exemple, le temps, le fait que les Palestiniens les Israéliens passent très très vite, le fait qu'ils ne soient pas embêtés au checkpoint, fait que le passage au checkpoint, c'est une pollution temporelle. Donc c'est un moment insignifiant dans une journée. C'est un embêtement, c'est une pollution, mais c'est une pollution temporelle. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la vie d'une personne dans sa journée, et donc dans l'espace de la trajectoire, si on le prend comme un espace construit sur le temps, eh bien c'est un événement qui n'est pas significatif, dont on ne se mémorise pas. Et donc évidemment, les gens qu'on croise au checkpoint, on ne s'en rappelle pas. Par contre, on se rappelle de son espace, le bureau, la fac, etc. Ça va être, en revanche, pour ces gens-là, des espaces beaucoup plus significatifs. Pour les Palestiniens, en revanche, ce passage au checkpoint, d'abord, c'est du temps, c'est de la tension, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé au checkpoint, on ne sait pas si les cartes magnétiques vont fonctionner, parce qu'elles ne fonctionnent pas toujours. Il va falloir attendre au checkpoint, donc le temps n'est pas du tout le même, etc., etc. Ce qui fait que, pour les Palestiniens, ce n'est pas une pollution temporelle, un passage au checkpoint, c'est un moment structurant dans une journée, mais c'est un moment qui structure la vie. C'est une expérience au sens de John Dewey, et là je remercie Jean de m'avoir orienté vers ces lectures, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une expérience? C'est un moment, ça intervient, un processus
qui intervient au moment où une personne va être déstabilisée dans son rapport à l'environnement par une rupture, une tension, un conflit, et qui va la pousser, si vous voulez, à mobiliser son énergie pour essayer de rétablir une continuité ou une forme de normalité dans sa relation avec son environnement. Et donc on n'a pas simplement, si vous voulez, un moment actif, dans lequel on a très souvent de l'innovation, etc., mais on a un moment qui va transformer, façonner différemment le contexte de l'interaction, et qui va aussi refaçonner la personne. Donc, une des asymétries, si vous voulez, c'est de voir comment une interaction, dans la même interaction, eh bien, pour des Israéliens, ça va être on n'est pas de l'ordre de l'expérience, mais d'une forme de perception passive. C'est un événement qui ne rompt pas le continuum des activités. Et puis pour les Palestiniens, on est vraiment dans une expérience qui vient restructurer l'environnement et la personne. Et je le ferai dans Checkpoint, mais j'ai aussi des rues dans des villes israéliennes que j'ai observées pendant un certain nombre d'années. Et puis, je pense à la rue à côté du CRFJ, où les membres du Centre de recherche français de Jérusalem, les Israéliens qui allaient aux terrasses des cafés, etc., croisaient en permanence des Palestiniens, étaient servis par des Palestiniens et ne voyaient pas ces Palestiniens. Ou encore des chantiers dans les zones industrielles, où on a des employeurs israéliens qui travaillent avec des ouvriers, mais qui n'ont aucun accès à ces gens et pour qui, si vous voulez, la rencontre avec ces gens est un non-événement, n'amène pas de rupture dans le continuum. Inversement, pour les Palestiniens, on est dans une véritable épreuve du passage. Et donc, et dans un dernier temps, je travaillerai sur des interactions, cette fois-ci beaucoup plus directes, entre des personnes, et j'essaierai de voir comment ces interactions, en faisant une praxiographie, si vous voulez, de ces interactions, donc c'est pas, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les représentations ou les discours que les gens développent à partir de ces interactions, mais c'est ce qu'ils mettent en acte autour de ces interactions. Et comment cette mise en acte, cette manipulation d'objets, de personnes, etc., va les inscrire dans une réalité qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de la personne avec laquelle ils sont en interaction. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est comment analyser, non pas comment les gens se représentent les choses, évidemment, je vais m'y attacher, mais ce qui va m'intéresser, c'est comment cette mise en acte du contact avec l'autre construit structurellement, reconstruit de la séparation, des rapports de pouvoir et des rapports de domination. Voilà, je vous remercie de votre attention.